Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je trouvais ça sympa de commencer les vidéos en essayant de vous parler comme ça avec un angle de caméra un peu plus grand. Du coup vous voyez un peu l'envers du décor entre guillemets. Vous pouvez voir un peu l'arrière de mon bureau, bref c'est pas le sujet. On va se lancer aujourd'hui dans un thread que Fab, donc le cofondateur de Xbox Squad, donc un site d'actu Xbox, a fait sur Twitter. C'est un thread du coup qui nous présente le jour 2 du procès. Donc j'enregistre le samedi 24 au soir. Ça date du 23, donc d'hier. Et ça a été publié à 7h. Donc voilà, là, ça résume la journée. Le deuxième jour du procès du coup de Microsoft contre la FTC. On va commencer tout de suite du coup avec le thread. Jour 2 du procès entre la FTC et Microsoft. Les échanges ont débuté il y a environ 1 heure avec l'avocat de la FTC, qui interroge Phil Spencer. Pour l'heure, il essaye de prouver l'existence d'un marché premium des consoles de jeux où Nintendo n'est pas inclus. On sait, hein, ils veulent vraiment mettre Nintendo à chaque fois à la ramasse. Phil Spencer explique désormais comment les revenus de PlayStation tirent des jeux Xbox Game Studios sur sa plateforme, donc Minecraft, The Elder Scrolls Online et d'autres, et se retournent contre Xbox. Avec ces revenus, PlayStation signe des deals, des exclusivités qui mettent la pression sur Xbox. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la deuxième journée du coup du procès, il y a eu un truc assez rigolo qui s'est passé, c'est que Phil Spencer a énormément balancé sur Sony et sur Jim Ryan du coup, et sur comment ils fonctionnent en fait avec leurs exclus. Donc là, ce qu'on peut voir dans cette première phrase, c'est, je vais vous décaler un peu, voilà. Ce qu'on peut voir dans cette première phrase, en fait, c'est que du coup PlayStation, avec l'argent qu'ils gagnent des jeux qui sont issus maintenant des studios Xbox, donc Minecraft, The Elder Scrolls Online et par exemple Deathloop ou quelques autres, et ben en fait ce qui est assez drôle, et c'est vrai que quand on y pense, c'est vraiment marrant, c'est qu'en fait ils utilisent du coup l'argent qu'ils ont gagné grâce aux jeux de la concurrence pour détruire encore plus la concurrence. Donc en faisant des exclus, en signant des contrats comme c'est marqué, des deals, des exclusivités qui mettent la pression après sur Xbox. C'est assez rigolo, et c'est vrai que honnêtement, personnellement, j'avais jamais pensé à ce truc-là, mais on voit qu'ils ont bien taffé leur défense quand même. Phil Spencer qui dit: chaque fois que nous sortons un jeu sur PlayStation, Sony reçoit 30% des recettes et utilise cet argent pour tenter de réduire l'existence d'Xbox sur le marché, par exemple avec des exclusivités. Donc voilà, c'est exactement ça. En gros, l'argent que gagne Sony via les jeux qui sont développés par les studios Xbox, en fait, il l'utilise pour défoncer encore plus Xbox. Donc c'est assez marrant. Spencer évoque la renégociation des revenus sur Call of Duty avec Activision. La renégociation fut faite non pas parce que le titre est indispensable, mais parce que PlayStation signe des deals de jeux tierces pour exclure Xbox, comme Final Fantasy XVI récemment, précise-t-il. Il est alors essentiel de sécuriser les jeux multi. Voilà. En gros, ils prennent moins de revenus sur Call of Duty, parce qu'ils ont subi un peu une petite pression d'Activision, qui du coup leur a dit: bon, on vous donne un peu moins, mais c'est soit ça, soit en gros pas d'exclus, mais bon, soit vous allez avoir des trucs en moins, il y aura beaucoup plus de contrats signés avec PlayStation et tout. Bref, donc en fait il y a un truc dommage, je trouve, pour Xbox en fait, c'est qu'ils sont obligés de se rabaisser énormément pour essayer de survivre. Enfin de survivre, hein, c'est voilà, c'est vite dit, mais pour essayer du coup de continuer en fait à exister et de pouvoir avoir un petit poids en fait dans le milieu. On sait qu'ils passent souvent, normalement, la plupart des accords sur les plateformes, c'est 30-70. Donc c'est-à-dire que quand vous sortez un jeu sur une plateforme, il y a 30% qui part au possesseur de la plateforme. Vous vendez un jeu sur le PS Plus, 30% à Sony. Vous vendez un jeu sur iOS, donc sur l'App Store, 30% à Apple. Vous vendez un jeu sur je ne sais quelle autre plateforme, 30% à la personne. Et ben en fait sur Xbox, des fois ils arrivent à signer des contrats de 20-80. Donc ça veut dire qu'Xbox prend moins de revenus, mais pour avoir les jeux sur sa plateforme. Sans ça, ils pourraient ne pas l'avoir ou avoir des désavantages. Donc c'est assez dommage. Et on sait par exemple que PlayStation utilise énormément ce genre de petits deals avec beaucoup avec Activision, mais avec beaucoup d'autres aussi, pour avoir par exemple un petit DLC, une mission en plus sur la PlayStation 5 ou une bricole. Ils l'ont fait avec Warner par exemple sur Hogwarts Legacy, où vous aviez une mission qui est d'ailleurs je pense une des meilleures du jeu, une mission que vous avez que sur PlayStation. Ça peut poser des problèmes, malheureusement c'est la concurrence, c'est comme ça, c'est des contrats, ils ont le droit. Et c'est assez dommage, parce qu'en fait on voit qu'Xbox en souffre beaucoup. Et j'aime beaucoup les deux plateformes, j'ai aucune préférence. Et c'est vrai que ça me fait un peu chier pour Xbox quoi. La FTC dévoile un échange mail de 2019 concernant la volonté de Spencer de faire de Minecraft Dungeon une exclue Xbox et PC. Spencer réplique que finalement le jeu est sorti
partout. On n'est pas loin du compte son camp, non? Ah, c'est assez rigolo. Ils se sont fait baiser. En 2019, ils ont essayé d'avoir une exclue du coup sur Minecraft Dungeon, mais sauf qu'au final, le jeu est sorti partout. Ils se sont fait avoir. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'échanges de mails internes. On l'a vu dans la vidéo que j'avais sortie du coup hier. C'est assez rigolo. Il y a énormément de mails internes, de mails internes pardon, qui sortent et on apprend beaucoup de choses assez drôles. La FTC souligne cependant que le jeu n'est pas optimisé pour PlayStation 5. Spencer répond que Sony leur a adressé les kits de développement de la PlayStation 5 bien après d'autres studios, ce qui a retardé la création de contenu. Et ça encore, ils ont le droit. Ils ont envoyé les kits de dev PS5 beaucoup plus tard à Xbox qu'à d'autres studios, notamment des gros studios partenaires comme Square Enix ou Activision ont dû l'avoir dès le début. Et là on voit que pour les studios Xbox ils l'ont eu bien après, donc en fait ils n'ont pas pu l'optimiser. Donc il doit déconner un peu je pense sur la PlayStation 5. Spencer donc dit: la Switch et PlayStation ont toutes deux un nombre d'exclus nettement plus élevé, c'est une faiblesse de notre plateforme. La FTC cherche à démontrer qu'Xbox songe et espère tirer des exclusivités de ses rachats. Évidemment, c'est logique. En fait, ça marche énormément d'avoir des exclus, parce que du coup, les gens qui ont envie de jouer à ce jeu-là ne pourront y jouer que sur votre plateforme. Et on le voit avec la Switch. Quand vous voulez jouer à un Mario, vous achetez une Switch, vous n'avez pas le choix. Quand vous voulez jouer à un Zelda, vous achetez une Switch, vous n'avez pas le choix. Et PlayStation, c'est pareil. Vous voulez jouer, vous êtes plus joueur de jeux solo avec une grosse aventure narrative et compagnie, vous allez être obligé d'y jouer sur PlayStation. Parce que la plupart sortent sur cette console-là. Et tout le reste sort en multiplateforme. Xbox, ils ont plus des jeux multi, des jeux indépendants, des choses comme ça. Mais c'est pas ce qui ramène le plus grand nombre de personnes, en fait, c'est assez dommage. Mais c'est comme ça. Et justement, ils cherchent à démontrer qu'Xbox songe et espère tirer des exclusivités de ses rachats. On se rappelle que quand ils ont acheté Zenimax, ils ont mis tous leurs prochains jeux en exclus. Donc il y en a quelques-uns qui sont passés entre les mailles du filet, on va dire, ou qui étaient déjà bien trop développés, bien trop avancés pour être en exclus. Mais voilà, ils vont essayer en fait. Donc c'est pas dit que sur Activision, ils essayent pas de se mettre des jeux chez eux vraiment en exclus. La FTC enfonce des portes ouvertes au sujet des exclus. Au lieu de pointer les diffs entre signer un deal exclu et le racheter un éditeur, la FTC essaye de prouver que Microsoft fera des exclusivités. Ce que Phil Spencer assume en précisant que le cas par cas reste d'actualité. Ils vont pas le faire sur Call of, mais ils peuvent le faire sur un autre jeu. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais vous avez compris le délire. Là, ça parle de The Elder Scrolls 6. Le jeu est tellement loin qu'il est difficile d'anticiper quelles seront les plateformes à ce moment. Phil Spencer dit que l'exclu n'est pas acté pour Elder Scrolls 6 et qu'il ne sait pas sur quelle plateforme qu'il ne sait pas à quelle plateforme sur lesquelles il sera lancé. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il va être multiplateforme. Moi, je pense qu'au final, ce sera une exclu parce que en fait, ils ont tout à y gagner de faire une exclu sur ce jeu-là. C'est un jeu qui est très 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 attendu. J'ai hâte de voir du coup ce qu'ils vont décider. Mais ce serait pas déconnant. Après, justement, peut-être qu'ils vont être obligés quand même de sortir en multiplateforme pour que beaucoup de gens y jouent. Je sais pas comment ça va se passer. Comprenez par là, il faudra attendre plus de 5 ans pour le voir débarquer. Rendez-vous en 2030 ? Peut-être. Donc sur la prochaine génération de consoles, allez voir ma vidéo du coup qui en parle. Concernant Indiana Jones, le jeu était bien multi initialement, donc multiplateforme, et Spencer souhaitait le faire venir sur le Game Pass. C'est ainsi que les échanges ont commencé. Puis Spencer mentionne que l'exclu d'Indiana Jones est en réaction à l'exclu de Spider-Man, donc qui s'est fait en 2018, mais du coup quelques années avant. Donc ça veut dire que Spider-Man aurait potentiellement pu être un jeu multiplateforme. Intéressant, je pense pas, mais je sais pas, c'est ce que j'en déduis en lisant ça comme ça rapidement. L'avocat de la FTC demande si Spencer souhaiterait faire des exclusivités à chaque fois que c'est possible, même hors rachat de studio. Spencer répond que non. Souhaiterait-il dégrader la qualité des jeux sur PlayStation? Non plus, cela dégraderait l'image d'Xbox. Et c'est surtout qu'ils vont pas l'avouer. Putain, s'ils avouent un truc comme ça, c'est finito. C'est vraiment finito. Ce serait plus en plus le délire de PlayStation, un petit truc de fourbe comme ça, voilà. On sait un peu comment il fonctionne. Encore une fois, il n'y a pas de guerre de console à avoir. J'ai les deux consoles ici. Je joue sur les deux plateformes, j'aime les deux plateformes. J'ai commencé ma carrière de gamer, on va dire, sur une PlayStation 2. J'ai énormément joué à la 360 et à l'heure actuelle, j'ai eu les deux. Voilà, j'ai eu la PlayStation 4. J'avais pas les moyens d'acheter une autre console à l'époque, mais maintenant j'ai la PlayStation 5 et la Series X et ça me va très bien. En fait, je joue sur les deux consoles. Chacune a des jeux
qui me plaisent et qui m'attirent, et voilà, chacune a des qualités et des défauts en fait, bref. Donc il n'y a pas de guerre des consoles à avoir, il faut arrêter cette merde. Le juge rappelle à Spencer qu'il est sous serment et demande s'il s'engage à ce que Call of Duty demeure sur PlayStation. Absolument, je m'engage à faire ce qu'il faut, et il précise que Sony doit au final autoriser Xbox à lancer le jeu sur PlayStation. Et encore une fois, c'est se tirer une balle dans le pied de ne pas sortir le jeu sur PlayStation. Avec le nombre de joueurs qui sont dessus, ok, ce sera un jeu en exclu, il y a peut-être des gens qui vont passer sur Xbox pour y jouer, ou qui vont acheter le Game Pass pour y jouer, ou que sais-je. Mais non, mais non. Les gens changeront pas de plateforme en fait, malheureusement. Donc du coup, il y a une pause déj, voilà, je vais pas lire, on s'en bat les couilles. Bon, un peu de retard de mon côté, je me suis fait kick du Zoom et le petit s'est réveillé, blablabla, blablabla, on s'en fout, c'est pas nos affaires. C'est donc l'avocat de Microsoft qui interroge Phil Spencer. On comprend au fil des questions que le marché du mobile est un axe stratégique pour Microsoft, évidemment. C'est aussi pour ça qu'ils achètent, enfin qu'ils veulent racheter Activision Blizzard King, parce que King, c'est Candy Crush, c'est une expérience depuis 10-15 ans sur les jeux mobiles. Est un axe stratégique pour Microsoft, ça j'ai déjà dit. Malgré des essais, peu de succès ces dernières années sur les jeux mobiles, Microsoft a mis la pression sur Xbox. Et ça on le sait aussi, je sais plus où j'avais vu passer cette news, mais les grosses têtes de Microsoft mettent à mort la pression sur Xbox pour que ça avance quoi. Pour trouver une solution de croissance, voilà. C'est à ce moment que la direction a envisagé des acquisitions dans le domaine du mobile. Zynga fut en discussion, mais finalement racheté par Take-Two, donc l'année dernière pour 8 milliards de dollars je crois, ou 12 milliards, je sais plus. De nombreux profils, de nombreuses sociétés ont été identifiées. Activision a rapidement été identifié comme le plus large éditeur de jeux mobiles en dehors de Chine. Ah bah oui, évidemment. Des analyses, notamment financières, ont été réalisées, des présentations au board de Microsoft après plusieurs réunions avec Amy Hood, donc la direction financière de Microsoft. Et Spencer évoque un chiffre d'affaires d'environ 215 milliards de dollars pour le jeu vidéo, donc 113 pour le mobile. Pouah, putain, c'est un truc de malade mental quand même. C'est la moitié. Bah, on savait que c'était énorme, mais là c'est quand même la moitié du chiffre d'affaires du jeu vidéo, c'est juste du mobile. C'est juste du mobile. Donc ça exclut le PC, les consoles portables même, et tout ce qui va avec. C'est quand même un truc de malade. Hein. Spencer explique que la division gaming est autonome au sein de Microsoft, elle prend des engagements, notamment en termes de rentabilité, et gère ses affaires en toute autonomie. Cela signifie que le deal d'Activision Blizzard King et sa validation par la direction de Microsoft reposent, en partie au moins, sur des engagements de rentabilité d'Xbox, évidemment. Spencer ne le dit pas, mais cela veut dire que la croissance post-rachat devra être très forte. J'ai peur pour les microtransactions, j'ai peur pour tous ces trucs à la con, pour le prix des abonnements, le prix de plein de choses, le prix des jeux, même s'ils sont déjà élevés, mais bon, vous avez capté. J'ai peur. Call of Duty Mobile est bien le business important de la licence aux yeux de Spencer. Sans donner de chiffres, il affirme que la part de Call of Duty Mobile dans la franchise Call of Duty est très importante. C'est quasiment du 60% maintenant. Je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est quasiment du 60%. Merci aux pays asiatiques qui jouent énormément sur mobile. Et à tous les darons et compagnie qui jouent sur mobile. Hein, enfin, les darons. Attention, hein, je suis pas en train de faire des amalgames, on est d'accord. Mais malheureusement, la plupart des jeux mobiles sont joués par des gens d'un certain âge ou par les très jeunes. Et Call of Duty Mobile ne fait pas exception, du coup, à la règle. Phil Spencer confirme sa volonté de créer un store pour les jeux mobiles, un store concurrent à Apple et Google. On sait que, voilà justement, il rappelle d'ailleurs qu'Apple refuse l'application de cloud gaming pour rester le leader sur son marché. Oui, mais normalement ça devrait bientôt être ouvert. Je crois qu'il y a eu des lois de fait là-dessus, je sais plus, il faudra que je me rafraîchisse la mémoire. Mais normalement, ils sont censés ouvrir leur plateforme à de la concurrence, donc on va voir. Phil Spencer est le garant de la rentabilité d'Xbox. Il a toute l'attitude pour décider au sein de la division gaming, mais la contrepartie est claire, il faut faire de l'argent. J'ai envie de vous dire c'est normal, c'est une entreprise. Hein. Chez Microsoft, la rentabilité est la clé et doit être l'objectif à atteindre par tous les moyens. Encore une fois, c'est une entreprise, c'est logique. On en revient au deal et à l'impact sur PlayStation. La FTC et la CMA affirment que rendre Call of Duty exclusif modifierait les parts de marché entre Xbox et Sony de 5%. Spencer affirme qu'un tel modèle n'a pas été réalisé par Xbox. Voilà, ils se sont prononcés encore bien en avance. Spencer affirme avoir eu 2 appels avec PlayStation. Le premier avec Nadella et Yoshida, le second en tête-à-tête avec Jim Ryan. Intéressant. Dans les 2 cas, il soutient que les interlocuteurs ont compris que Call of Duty ne serait pas une exclue. Il mentionne à nouveau le mail de Ryan comme preuve. Et justement, le mail de Ryan, je sais plus si j'en avais parlé dans ces dernières vidéos. Enfin, dans mes dernières vidéos, bien sûr, vous avez capté. Mais on sait que en interne, dès qu'il y a eu l'annonce du rachat, enfin
potentiel rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, Ryan a tout de suite fait un mail en interne comme quoi il s'inquiète pas pour Call of Duty, qu'il s'attend pas du tout à ce que ce soit une exclusivité Xbox. Donc, même en ayant dit devant le public, voilà, qu'il a peur, qu'ils le mettent en exclu et tout, c'est normal. C'est de la communication publique, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est limite de la politique en fait, comment c'est fait. Mais en fait, en interne, ils sont très lucides et ils savent très bien ce qui va se passer. On est clairement dans la phase good guy. Spencer explique qu'Xbox essaye d'être un bon partenaire commercial. Ouais, donc la phase good guy, évidemment, c'est là où ils essayent de se faire passer pour les très gentils. Alors qu'ils ont aussi beaucoup de défauts, faut pas se le cacher. D'être un bon partenaire commercial, que sa réussite ne se mesure pas à l'échec des autres, et que le Game Pass n'a pas vocation à éloigner les joueurs de PlayStation. En bref, Xbox bosse pour faire grandir l'industrie. Je pense que déjà le Game Pass ça fait du bien à l'industrie. Du bien à eux surtout, mais du bien aussi à l'industrie, ça a permis de faire exploser un peu certains trucs. Un peu too much à mon appréciation cette partie. Et il réenchérit sur le fait que Xbox continue de mettre à jour des jeux régulièrement comme Fallout 76 et Teso, même sur PlayStation. Ouais, bon ça, je sais pas vraiment si ça a de l'importance de dire ça. Call of Duty restera disponible sur PlayStation 5 et les futures PlayStation. Phil Spencer se montre on ne peut plus clair et réaffirme la volonté d'Xbox de maintenir la licence sur la plateforme de Sony. Phil Spencer évoque l'exclusivité de FF16, oula j'arrive pas à lire, c'est une licence majeure du jeu vidéo disponible sur PS5 et PC. Erreur de Spencer sur la dispo PC, ce n'est pas pour tout de suite, oui mais ça arrivera bientôt. Enfin bientôt, donc dans un an peut-être, un truc comme ça. PlayStation a un deal marketing et mentionne partout que c'est une exclue console PlayStation, sauf que ça deviendra PC du coup plus tard. La juge demande à Phil Spencer s'il espère toujours trouver un accord avec PlayStation. Oui, a-t-il dit. Et 10 minutes de pause. On a la suite, toujours. On reprend, toujours avec Phil Spencer. Pouvez-vous vous engager à livrer Call of Duty sur les consoles PlayStation pour les 10 prochaines années? C'est mon objectif, oui. On sait qu'il avait proposé ce deal-là depuis plusieurs mois maintenant à PlayStation. Ils ont fait la sourde oreille dessus, c'est toujours pas signé, mais ça a toujours été... Enfin, c'est toujours proposé, Phil Spencer assure que les plans de Microsoft ne sont pas de grandir sur le marché des consoles. Il n'y a pas de croissance des consoles de salon dans le modèle Xbox et la firme ne pense pas pouvoir quitter sa troisième place du marché, même après l'acquisition d'Activision. Évidemment, ils pourront pas vendre plus de consoles que PlayStation et la Switch. Je pense que c'est tout simplement impossible, à moins d'une grosse bourde de la concurrence, mais je pense pas en fait. Déjà, le problème c'est quand ils ont créé le Game Pass, vous pouvez l'avoir sur PC, sur mobile, sur beaucoup de choses. Et ils ont même signé des partenariats pour le mettre en disponibilité avec le cloud sur les télé Samsung, il me semble. Sur les nouvelles télé Samsung à partir de 2021-2022, je crois, c'était comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter une Xbox pour jouer au Game Pass. Donc, évidemment, ils vont pas s'imposer et ils vont pas vendre plus d'Xbox. Par contre, ils veulent vraiment augmenter leur part de marché dans le monde du jeu vidéo en général. Et c'est avec des jeux comme Activision, voilà, qui pourront faire venir des gens sur le Game Pass, avec des sorties Day One, des choses comme ça. La FT, et puis en plus les jeux d'Activision sont bourrés de microtransactions assez chères. Activision Blizzard King, je parle. Donc faire venir ça sur le Game Pass, même si vous perdez des thunes à l'achat du jeu sur le Game Pass, que du coup vous ne payez pas, vous payez qu'avec l'abonnement. Au final ça va vite se rattraper avec le nombre de microtransactions qu'il y aura derrière. La FTC essaye par tous les moyens de faire dire à Spencer que la Switch n'est pas sur le même marché qu'Xbox. On demande à Spencer quelle console est la plus proche, pourquoi il parle de currently gen et non de gen 9. Spoil, ça marche pas super. On en est à demander pourquoi la Switch apparaît après Xbox et PlayStation sur un graphe alors qu'elle est number one. Je crois que Spencer vient d'expliquer à l'avocat de la FTC que c'était une acquisition. Ce qu'était une acquisition. Ce qu'est un actif, la valeur qu'il peut avoir, en quoi c'est radicalement différent de signer une simple exclue. Je me demande sincèrement si j'ai pas raté une partie à l'instant. J'avoue. C'est désormais un product lead de Google Stadia qui est interrogé, Dov Ziemring. Il commence par vanter la techno de Stadia qui, selon lui, était largement meilleure que le reste du marché, 4K, encodage, résultat de test, mais on sait que Stadia s'est cassé la gueule parce qu'ils ont voulu faire tout trop vite, trop fort, trop en fait, et trop de trop tue le trop, tout simplement, et au final ils se sont écroulés sur eux-mêmes. On apprend que Stadia avait fait des protos sur Windows dès le début de son développement. Cependant, deux freins principaux. Google n'avait pas le contrôle du système d'exploitation et considérait cela comme limitant, plus les coûts d'exploitation du coup qui ont été doublés. Pas grand chose d'intéressant si ce n'est que la FTC qui a interrogé Stadia a réussi à se tirer une balle dans le pied. Les jeux actifs étaient dispo chez vous? Non. Ailleurs? Je ne sais pas. Les services concurrents existaient-ils au lancement de Stadia? Je ne crois pas. Allez, pan. C'est marrant. C'est marrant de finir sur une note de Stadia en fait où...
Partout où ils vont, déjà leur service pue la merde. Et là, ils viennent dans un procès et ils font puer la merde au procès. C'est incroyable le pouvoir qu'ils ont. Fin de l'audience du jour. Rendez-vous mardi 27 juin pour la suite, donc la semaine prochaine. Les déclarations finales sont attendues pour vendredi soir au plus tard pour permettre une prise de décision rapide. C'est très intéressant, tout ce qu'on a appris là-dessus. Il y a énormément de choses. C'est une vidéo assez grosse par rapport à ce que je fais d'habitude. Je pense que vous serez plus beaucoup à être encore présent à ce moment-là de la vidéo. Si c'est le cas, écrivez YouTube, tout simplement dans les commentaires, j'en sais rien, j'avais pas d'inspiration. Écrivez juste YouTube, voilà. Et je saurai du coup, encore une fois, qui est resté jusqu'au bout. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.